Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents et d'avoir attendu un petit peu, quelques petits problèmes techniques à régler. Mais bon, en même temps, on suit bien le quart d'heure montpelliérain. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, il nous reste quelques jours pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 qui présage d'être autant couleur, en tout cas socialement parlant. Mais bon, quoi qu'il en soit, nous sommes ravis de vous accueillir donc pour vous retrouver pour ce 21e événement du programme de recherche NumRêve porté par la MSH Sud, avec un format quelque peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, puisqu'il y aura donc 2 demi-journées avec différentes interventions, lesquelles seront chacune suivies d'une table ronde. Avant d'entrer dans le programme de la première matinée, nous remercions bien évidemment les personnes qui se sont déplacées en présentiel parce que c'est de plus en plus rare. Tout le monde veut suivre maintenant en distanciel. Et nous remercions également celles qui suivent en distanciel. Nous... ben oui, on ne va pas remercier les uns et pas les autres. Donc, pour rappel, il y a un chat à disposition pour ceux qui nous suivent à distanciel ou éventuellement les timides qui n'oseraient pas poser leurs questions. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Je tiens à remercier également l'équipe de la MSH Sud TV qui assure la captation et la rediffusion de l'ensemble de investissement aux côtés du projet NumRêve. N'étant que très cliente des discours introductifs interminables, car disons-le, ceux-là n'ont que peu d'intérêt compte tenu des conférences stimulantes qui vont suivre. Je serai bref pour laisser la parole aux conférenciers et au débat. Donc, cette première demi-journée d'études est co-organisée par le laboratoire CERIC et plus spécifiquement l'axe I2SP, acronyme d'information, sciences, savoir et pratique, axe co-dirigé par Hans Dillers, qui est à mes côtés, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. L'axe de travail de cet axe était cette année l'impact de l'IA sur les sciences et les savoirs, d'où l'intérêt de cette co-organisation. Hans, qui donc, pour l'occasion, a accepté d'animer avec moi cette session de conférence sur la thématique de l'intelligence artificielle. Ah non, c'est pas fini. Questionnant cette dernière sur ses capacités à créer, à ressentir des émotions que nous explorerons à travers les recherches de Jean-Claude Dain et de Bruno Bachimon. Conférence pensée comme un ping-pong réflexif sur les capacités de l'intelligence artificielle. Alors certes, de prime abord, pour les habitués des événements NumRêve, cette problématique pourrait paraître un petit peu surprenante. Et pourtant, rappelons que si ce projet a pour objectif d'explorer les pratiques infocommunicationnelles des chercheurs par rapport à leur production scientifique, celles-ci ne se réduisent pas au format classique de l'article scientifique ou de la monographie, qui plus est en LLA-SHS. Il s'agit donc d'élargir aujourd'hui le spectre à d'autres formes de production, de comprendre l'impact du numérique tant du point de vue des modes de production, des modes de création, que des modes d'interaction permis par le numérique, et bien sûr des modes de réception de ces ensembles. Et je cède immédiatement la parole à Hans Dillerz pour la présentation des conférenciers. Donc, merci Lise. Je vais peut-être reprendre un petit peu aussi quelques éléments de présentation pour apporter des informations complémentaires. Donc, effectivement, cette journée est co-portée par le programme NumRêve qui est piloté par ma collègue. Oui. Je vais reprendre. C'est mieux? Non? Je m'approche. C'est mieux comme ça? Voilà. Donc, cette journée est co-portée par le programme NumRêve qui est piloté par ma collègue Lise Velat et 2 axes de recherche du LIRAS, laboratoire d'études et recherches appliquées en sciences et sciences sociales. C'est un laboratoire pluridisciplinaire porté par 3 établissements, l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier, et les universités de Toulouse 2, Jean Jaurès et Paul Vary, Montpellier 3. Cette matinée consacrée à l'intelligence artificielle est portée plus précisément par l'axe information, sciences, savoir, pratique, qui est co-animé par Nicole Boubé et moi. Cet axe vise à développer des recherches sur les problématiques propres aux sciences de l'information et a pour vocation d'étudier un ensemble large de processus et pratiques de production, de traitement, de diffusion, de recherche et d'usage de l'information. Comme l'a précisé ma collègue, chaque année, nous définissons une thématique de recherche spécifique autour de laquelle nous organisons
nos manifestations et nos séminaires scientifiques. Et depuis la rentrée 2022, nous travaillons plus précisément sur les questionnements autour de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous allons la questionner à travers le prisme de l'émotion et sa capacité ou non d'inventer. Maintenant, je vais présenter le premier conférencier, Jean-Claude Eudin, un scientifique, écrivain et compositeur. Il est titulaire d'une habilitation à diriger des recherches de l'Université Paris-Sud. Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques au niveau international ainsi que plusieurs ouvrages dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense que mes collègues de l'AC seront intéressés plus précisément par son ouvrage « L'art de chatbot, concevoir et développer une intelligence artificielle conversationnelle ». Et de mon côté, hier, en faisant une recherche sur sa biographie, j'ai découvert l'existence de l'ouvrage « Les robots dans Star Wars » et que j'ai vraiment hâte de lire en tant que fan inconditionnel de cet univers. Sa recherche actuelle se focalise sur l'intelligence émotionnelle et la musique électronique, qui constitue justement aujourd'hui le sujet et la thématique de cette intervention. Donc, nous te cédons la parole. Et merci encore d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Vous m'entendez bien? Le bouton, il a... Le bouton. Non, mais j'ai mis mon doigt dessus et ça n'a pas d'excuses. OK. Autant pour moi, c'est ma faute. Donc, j'en étais, oui, les deux points qui reviennent assez fréquemment, c'est une machine ne peut pas être créative, seul l'homme le peut. Et encore plus fort, il y a le fait que ce qui nous différencie, ce sont les émotions. Une machine ne peut pas ressentir des émotions. Hein. D'ailleurs, dans un film célèbre, c'est ce qui différencie le méchant Terminator jusqu'à un certain moment. Enfin, vous vous rappelez le film. Hein. Bref. Donc, juste deux mots. Comme j'étais introduit, j'ai pas mal de recherches en IA. En fait, tel que vous me voyez, j'ai l'âge de la discipline. Et donc, elle n'est pas si vieille que ça, finalement, cette discipline. Et j'ai beaucoup écrit aussi, à la fois sur les aspects de réflexion autour de l'intelligence artificielle, et puis certains bouquins assez techniques, finalement, mais toujours dans un angle de vulgarisation pour permettre que tout le monde accède à ça. Je n'ai pas mis les robots dans Star Wars, là, j'aurais pu. Ah si, il est en bas. Et une deuxième rangée de bouquins, je me suis beaucoup intéressé aussi à l'imaginaire autour de ça. Hein, et donc, j'ai pas mal écrit et aussi essayé de rassembler des ouvrages. J'ai traduit en particulier le roman de Théophane Arbou, Métropolis, qui est à l'origine du film Métropolis, parce qu'il n'y avait pas de version française. Et donc, par exemple, je me suis amusé à faire ça, si on peut dire. Depuis, ça a été dit, depuis peu de temps, mon projet s'appelle Angelia, depuis 2018 à peu près, et je me focalise sur l'IA émotionnelle et la musique électronique. Donc, je crée une intelligence artificielle qui m'aide à faire de la musique. D'ailleurs, il y aura un concert à Marseille dans quelques temps, si vous êtes dans le coin, ça serait cool. Et j'ai publié pas mal d'albums. En fait, c'est vrai que je ne fais pas de l'IA avec comme application la musique, je fais de la musique et j'utilise l'IA. C'est un petit peu différent. Donc, mes résultats, je les publie sous les formes d'albums. Hein, que vous pouvez trouver en particulier sur une plateforme qui s'appelle Bandcamp. C'est une plateforme assez connue pour la musique indépendante et c'est gratuit, hein, vous pouvez y aller, écouter, donc ça c'est cool. Donc pour ceux que ça intéresse, je pourrais leur redonner évidemment les infos. Donc cette histoire de faire avec de l'IA des choses qui ne sont pas sérieuses, hein, l'IA, jusqu'à présent, c'est plutôt connu pour faire de la finance, des choses, voilà, de l'industrie, du marketing, voire de la défense. Donc, tout ça, c'est légitime. Et effectivement, depuis 2018, je m'intéresse à l'autre aspect, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la création, en fait. Alors, je vais passer en revue un certain nombre de choses là. Dans un premier temps, sur les aspects graphiques, que vous avez certainement vu passer, mais on va les repasser assez rapidement. Et puis également au niveau musical.
Mon idée, c'est de ne pas forcément répondre pour vous à la question, aux deux questions qu'on s'est posées. Hein. Est-ce qu'une machine peut être créative? Est-ce qu'elle peut ressentir des émotions? Je vous donnerai évidemment mon avis. Mais c'est surtout vous donner un petit peu un espèce d'état de l'art. Donc, je vais passer en revue un certain nombre de choses dont vous avez probablement entendu parler, et dans le but de vous montrer un petit peu l'état de l'art aujourd'hui dans ces domaines. Donc, on va commencer évidemment par le début. Et c'est vrai qu'on a un changement radical depuis quelques années avec l'avènement du deep learning, qu'on peut situer aux alentours de la moitié des années 2010, hein, avec je dirais des résultats qui ont vraiment changé les choses. Donc là, j'ai mis un des premiers résultats qui a été publié en particulier par l'équipe de Magenta qui fait partie de Google, qui a fait du buzz à l'époque. Hein. C'est un tableau dans le style de Rembrandt et qui a fait effectivement parler de lui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de deep learning? Donc, je vais assumer, parce que je ne vais pas vous faire un cours de deep learning ce matin, ça nous mènerait assez tard ce soir et encore, mais en gros, c'est un réseau de neurones pendant les années qui se sont écoulées, en particulier 2010, qui nous permet d'avoir un nombre de couches dans ce réseau, je dirais, c'est un peu exagéré de dire quasi illimité. En tout cas, on a repoussé les frontières de la complexité d'un réseau de neurones qu'on est capable de construire. Et ça permet d'ouvrir, en fait, à des applications qui, jusqu'à présent, nous étaient interdites. Qu'est-ce qui s'est passé? On a compris dans les années 2010, donc là aussi, je ne vais pas vous faire un cours sur qu'est-ce qui s'est passé en détail, mais en gros, on a compris pendant ces années comment utiliser ces réseaux et surtout comment leur apprendre d'une façon efficace. Alors que jusque-là, eh bien, on était capable juste de faire des applications relativement simples avec les réseaux de neurones, mais dès qu'on attaquait vraiment des applications sophistiquées, là, on avait de grosses difficultés avec des résultats qui n'étaient pas extraordinaires. À partir de ces années 2010, on comprend un certain nombre de choses. Il y a aussi la capacité de calcul qui a été amenée par l'utilisation astucieuse de cartes graphiques dans les ordinateurs, qui a permis aussi d'accélérer je dirais les calculs lors de l'apprentissage, parce que c'est bien la phase d'apprentissage qui prend plus de temps, et donc de démocratiser, entre guillemets, en quelque sorte, les expérimentations sur les réseaux de neurones. À partir de ce moment-là, si on peut faire des expériences beaucoup plus facilement, eh bien, on progresse, hein, c'est tout naturel. Et donc, on a vu pendant ces quelques années 2010 une accélération extrêmement forte des résultats qui nous permettent aujourd'hui d'attaquer avec les réseaux de neurones des applications qui jusque-là étaient relativement interdites pour cause de complexité, pour cause de temps de calcul, de compréhension de ce qui se passait, etc. Donc, la créativité, si on prend ce terme d'une façon générale, en fait partie. Hein. Il y avait bien un certain nombre d'expériences, mais elles étaient relativement peu nombreuses. Donc, juste une toute petite introduction sur quel est un petit peu le principe général de comment on utilise les réseaux de neurones pour faire de la génération. Et l'élément de base, c'est ce qu'on appelle un auto-encodeur. Donc, c'est un réseau de neurones particulier. Donc, vous savez, les réseaux de neurones, ils ont des couches avec un certain nombre de neurones en entrée, un certain nombre de neurones en sortie. On présente par exemple une image, donc c'est forcément une matrice de neurones, hein, et on va apprendre au réseau de neurones grâce à un algorithme que je ne vous détaillerai pas ici, hein, il est décrit à peu près partout, de rétropropagation du gradient de l'erreur. Eh bien, on va apprendre au réseau de neurones à reconnaître ou à reproduire cette image. OK ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un auto-encodeur? Donc, vous voyez, il y a plusieurs couches. On présente l'image à l'entrée, on représente la sortie. Un auto-encodeur, c'est juste un réseau de neurones qu'on va entraîner pour reproduire le plus exactement possible l'image d'entrée.
ou d'autres choses, hein. Là, je prends l'exemple d'une image. L'astuce, c'est qu'on va réduire progressivement le nombre de neurones dans les couches successives. Donc, ça veut dire qu'au début, le réseau de neurones, il va traiter l'image et en quelque sorte, il va la compresser jusqu'à un moment où on va obtenir finalement, comparativement au nombre de données à l'entrée, un beaucoup plus petit nombre de données. Donc, c'est ce qui est appelé le code ici. Et la deuxième partie du réseau va essayer de reconstruire l'image le plus proche possible de ce qu'il y avait à l'entrée. OK? Donc, en fait, on compresse et puis après, on essaye de retrouver l'image. Et ça marche assez bien, hein. Donc, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis la référence, une des références principales sur la description des auto-encodeurs dans le slide. Maintenant, si on enlève la première partie, celle qui analyse l'image, et qu'on utilise le réseau uniquement à partir du code et qu'on donne des codes, eh bien naturellement, une fois qu'il a été entraîné, le réseau va produire des images à partir de ces codes. Et c'est ça le principe, hein. Les IA génératives utilisent ce principe. On l'a entraîné. Ensuite, on a des codes, donc des représentations beaucoup plus denses de l'information. Et en donnant des informations de ce type-là, par exemple sous forme textuelle, donc ça va imposer évidemment une autre architecture qu'on verra ensuite, eh bien, on va pouvoir générer des images et qui vont être générées à partir de l'entraînement qui a été fait. Donc, si c'est un tableau de Van Gogh sur lequel et les tableaux de Van Gogh sur lesquels on a entraîné, ben, on va pouvoir générer des instances de ce que l'on pense être du Van Gogh. Donc, voilà un petit peu l'exemple, hein. On entraîne le réseau et puis ensuite, on lui présente des images qui sont différentes et on obtient, en quelque sorte, des images dans le style de Van Gogh. Alors, c'est pas juste un auto-encodeur, hein. Là, on va voir que c'est une architecture un peu plus sophistiquée, mais c'est l'idée. Et à partir de là, on n'est pas juste obligé de reproduire des images qui sont ou de faire des crossovers de style. On peut aussi générer des trucs absolument surprenants, hein, comme ces deux images que je vous montre ici, c'est même ces trois images. Donc, je les passe rapidement, qui sont des… Donc, la technologie, je ne vais pas la décrire. C'est ce qu'on appelle des GAN, des Generative Adversarial Networks. Hein, là aussi, si vous voulez savoir comment ça fonctionne de façon un peu plus précise, on n'a pas le temps là de détailler, j'ai mis en référence l'article fondateur, hein, des GAN qui ont, pendant un moment, été la technologie qui permettait de faire de l'IA générative avec des résultats intéressants. Bon, ils existent toujours, hein. Mais depuis l'été 2002, on a vu apparaître de nouvelles architectures. Donc là, je vous ai mis l'image célèbre dorénavant de Jason Allen, théâtre d'opéra spatial, parce qu'elle a été primée à un concours aux États-Unis. Elle a remporté un concours et ça a soulevé une polémique, évidemment, que vous pouvez imaginer. Certains étant très intéressés voilà, par ce qui est en train de se passer. D'autres, en particulier, ça soulève encore aujourd'hui, parmi les illustrateurs et les professionnels du graphisme, beaucoup de panique sur les résultats de ce type d'approche. Donc, quelle est la technologie derrière? Eh bien, c'est encore un petit peu trouble. Donc, les logiciels, vous en avez entendu parler, c'est Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, qui sont développés par diverses grandes entreprises. Mais je dirais qu'à la base, la technologie qui est derrière, c'est suite encore à un article fondateur qui s'appelle « Attention is all you need ». Donc ça, c'est vraiment l'article qui a démarré cette tendance-là et qui a été utilisé. Donc, vous avez probablement beaucoup entendu parler des GPT, Generative Pre-trained Transformers. Rien à voir avec Optimus Prime, hein. C'est
une architecture de réseau de neurones assez sophistiquée, hein. Vous voyez, j'ai mis le schéma d'un transformer ici, donc mais qui est basé sur la notion d'attention, c'est-à-dire qu'on peut focaliser l'attention, entre guillemets, hein, du réseau de neurones sur un certain nombre de points, ce qui permet évidemment de résoudre quelques problèmes. Donc là, le principe de ces nouveaux outils, c'est de fonctionner en 2 passes, puisque l'idée, c'est de pouvoir créer des images en partant d'un texte, d'une description. Donc, il y a une première partie, il y a une première architecture de réseau qui va prendre les phrases que vous tapez, ou la phrase que vous tapez sur votre ordinateur, et la transformer en un code, vous vous rappelez le petit code de tout à l'heure, qui va être capable de générer, finalement, avec une deuxième partie de l'architecture, une image. Donc là aussi, je passe sur les détails, c'est beaucoup plus sophistiqué que le slide précédent, hein, mais de façon itérative, de générer des images en raffinant finalement l'image, en partant au départ d'une image bruitée, faite de bruit, qui va être un peu l'équivalent du code dont je parlais tout à l'heure, et qui va progressivement, en utilisant les mots que vous avez, enfin la description que vous avez donnée, pour raffiner une image progressivement, pour obtenir des résultats, c'est vrai, qui sont assez bluffants, hein. Je vous en mets quelques-uns, là, je les passe très vite. Vous avez tous vu des images créées avec ce type de logiciel. Donc là, il y en a, j'en montre un certain nombre, hein, donc certaines qui sont assez saisissantes. Et je comprends l'angoisse des illustrateurs lorsque on est face en quelques mois à de telles avancées. Et c'est vrai que avec une seule phrase, on est capable de générer des images qui ont une qualité de réalisation impressionnante. Là où je m'inscris un petit peu en faux, c'est-à-dire que ça pourrait donner l'impression qu'il suffit de taper une phrase pour obtenir une image. Et que cette image, tout de suite, va être exceptionnelle. Absolument pas. C'est un travail relativement d'effort et de patience pour arriver à maîtriser ce type de logiciel. Hein, Jason Allen, à titre d'exemple, pour obtenir son théâtre d'opéra spatial, a travaillé à générer aux alentours de 900 images. Il en a choisi certaines d'entre elles, donc ça y a pris plusieurs jours, hein. Il estime à peu près 80 heures pour arriver à obtenir ces images-là, en raffinant à chaque fois la proposition dans Midjourney. Et puis ensuite, il a choisi l'image sur laquelle il a travaillé, il l'a chargée dans un logiciel connu de retouche d'image, et il a continué à travailler pour résoudre les problèmes qu'il y avait encore à résoudre avec cette image. Donc vous voyez bien que ce n'est pas immédiat, en fait. C'est comme quand vous prenez une photo avec votre smartphone, on pourrait avoir l'impression que tout le monde peut faire de la photo, mais très peu d'entre nous seront capables d'obtenir des photos qui sont de véritables œuvres d'art. Donc je fais ce parallèle à la photo parce qu'il est assez parlant, je pense. Et c'est un peu la même chose avec ces outils. Tout le monde peut l'utiliser pour faire de la création. Maintenant, pour les utiliser et obtenir des résultats vraiment intéressants, eh bien, il va falloir du temps, il va falloir de l'expérience, il va falloir aussi profiter de de tout ce que vous connaissez sur l'art, sur les techniques de cadrage, sur les techniques de placement des personnages, etc. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Donc, voilà pour ce que je voulais dire déjà pour un petit peu les images. Au niveau musical, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de Midjourney pour la musique, hein. Ça va probablement arriver, c'est à peu près certain, mais ce n'est pas tout de suite. Pourquoi ce n'est pas tout de suite alors qu'on a des résultats déjà époustouflants pour les images? Eh bien, c'est que la musique est un petit peu plus compliquée. En ce sens, une image, elle existe en tant que telle tout de suite.
La seule temporalité que vous y ajoutez, c'est celle de votre regard qui suit finalement, qui va parcourir cette image. La musique, c'est un début, ça a une évolution et ça a une fin avec une structure qui est relativement sophistiquée. Alors peut-être pas certains morceaux modernes qui sont un peu simplets, mais en général, voilà, on a une progression, on a une évolution avec une structure qui peut elle-même évoluer. Donc on est en face d'un système relativement complexe. Néanmoins, il y a eu des résultats intéressants. Ok, ça c'est un des premiers, ça a fait le buzz à l'époque. Hein. De mémoire, c'est en 2016. Je ne suis pas certain du. Non, c'est peut-être avant même. Bref, je ne me souviens plus de la date, mais vous pourrez la retrouver. C'est François Pachet et ses collègues du laboratoire de Sony qui, avec la collaboration d'un artiste qui s'appelle Benoît Carré, si je me souviens bien, ont créé un morceau dans le style des Beatles. Vous avez bien sûr connu les Beatles, c'est facile parce que j'avais mis les profils sur le... avec une technologie qui s'appelle Flow Machine. Et donc, le morceau a été entièrement composé en collaboration avec cet outil. Et puis, il a été arrangé et interprété par Benoît Carré. Donc, c'est clair, là, c'est la composition qui a été faite avec l'aide d'une IA. L'arrangement a été réalisé par un groupe d'humains, Benoît Carré en tête. Hein. Donc ça n'a pas été généré de bout en bout par une intelligence artificielle. Mais déjà, on retrouve un peu cette idée de créer quelque chose dans le style de. Alors, ils n'étaient pas les premiers. Hein, dans les années 80, il y a un monsieur qui s'appelle Copps, qui, aux États-Unis, a fait des choses relativement impressionnantes sur les styles, reproduire des morceaux de compositeurs classiques avec un réalisme qui est absolument époustouflant. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est un des résultats qu'a obtenu Google avec son projet Magenta. Donc, entraîner un réseau de neurones profonds avec un nombre de partitions très important. Et puis, ensuite, on lui donne quelques notes et le réseau va proposer une suite en quelque sorte. Donc, ça, c'est intéressant. Hein. Je vous ai passé que quelques secondes et sur quelques secondes, ça marche bien. Hein. On se dit, ouais, c'est quand même pas mal. On pourrait même reconnaître un peu le style du compositeur derrière. Donc, mais en fait, dès qu'on passe quelques mesures, eh bien, rapidement, ça devient un peu ennuyeux, comme si ça nous menait nulle part, en fait. Hein. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a en musique, c'est que la musique, comme je disais, c'est une structure assez compliquée. Et c'est pas ça que j'ai du mal avec... Voilà, c'est ça. C'est une structure assez compliquée, hiérarchique. Hein. Il y a le niveau du morceau, il y a le niveau de ses structures, il y a le niveau des thèmes propres qui se renvoient l'un l'autre. Au niveau des notes elles-mêmes, il y a des notions de tension, résolution. Enfin, disons qu'il y a des corrélations à court et long terme dans le morceau qui sont difficiles pour un réseau de neurones. Les corrélations à long terme, c'est-à-dire l'impact d'un moment sur un moment beaucoup plus lointain, c'est assez difficile pour un réseau de neurones. Autant les corrélations à court terme, il sait faire, autant parce que ça implique la notion de mémoire.
Alors, c'est vrai qu'avec les technologies à base d'intention, on fait des progrès, mais voilà, on n'y est pas encore complètement avec les réseaux de neurones. Alors, il y a quand même des choses à surveiller parce qu'il se passe des trucs. Il y a des publications assez de faire ça d'une façon astucieuse, puisque ça marche d'une façon relativement bien avec des images, et ben, il suffit de transformer la musique en image. Et puis d'utiliser en fait le même type de technique de génération. Et les expériences sont assez bluffantes. Ce n'est pas encore extraordinaire, mais en utilisant en fait les spectrogrammes. Donc là, vous avez un morceau de musique qui est représenté sous la forme de son spectrogramme. Et en fait, on va se servir d'un Midjourney-like ou d'un Stable Diffusion-like pour être entraîné sur des musiques représentées sous forme de leur spectrogramme, et on va générer à ce moment-là de la musique. Pour l'instant, c'est capable de générer des boucles, donc des petits moments assez intéressants. On n'en est pas encore au stade où c'est capable de générer des morceaux entiers avec une qualité suffisante. OK. Je stoppe un petit peu là sur l'utilisation des réseaux de neurones, parce qu'on peut croire aujourd'hui que la principale technologie sont les réseaux de neurones et que l'IA, c'est ça a toujours été ça. Et ce n'est que ça. En fait, il y a beaucoup d'autres approches en termes d'intelligence artificielle. Et il y en a une que j'adore particulièrement, qui sont qu'on appelle des algorithmes évolutionnaires. Donc là, on quitte les neurones de notre cerveau et on va utiliser des métaphores autour de l'évolution naturelle, la sélection naturelle en particulier, telle que bien tous les Darwin et ses successeurs ont imaginé. Et effectivement, en termes de créativité, qu'est-ce qui serait plus fort que la nature? On est nous-mêmes issus de la nature. Donc, c'est vraiment derrière l'évolution, il y a une puissance créatrice qui est assez impressionnante. Là, je vous ai mis quelques petites bestioles du plancton qu'on trouve dans les éléments liquides. Et en appliquant, même avec je dirais un format de représentation très simple, ici en 2D, et en représentant ces petits organismes et en les faisant muter, croiser et se reproduire les uns avec les autres, et ben on obtient aussi une zoologie de petites structures qui ne sont pas aussi complexes, bien sûr, qu'au niveau naturel, mais qui sont déjà intéressantes en termes d'évolution et de création de formes. Donc, ces travaux-là, initialement, ont été publiés par un évolutionniste célèbre qui s'appelle Richard Dawkins, si vous voulez retrouver les références. Ce que j'ai fait en 2000, c'est que au lieu d'avoir juste une représentation graphique, j'ai adjoint à chacune de ces petites bestioles en fait, des comportements. Donc, vous avez une petite idée des comportements. Ils ont un ADN numérique, c'est en fait leur représentation, comment on les code d'un point de vue informatique. Et puis, un métabolisme, des actions relativement immédiates, comme éviter un obstacle ou des comportements alimentaires, et puis un petit peu de cognitif. Alors, on est dans des toutes petites bestioles, donc elles ne vont pas avoir une intelligence surdimensionnée, mais en fait, essayer de poursuivre un certain nombre d'objectifs. Par exemple, si j'ai été à peu près nourri correctement, si je me suis nourri correctement et que j'ai assez d'énergie, eh bien tout de suite, ce que j'ai envie, c'est de trouver un partenaire pour essayer de me reproduire. Ce type de comportement assez simple. Alors, on ne va pas voir forcément bien sur l'écran. Donc là, il y a une petite vidéo qui montre ce que ça donne. Donc, les petites bestioles, en fait, elles évoluent dans leur petit écosystème, qui est une goutte d'eau. Donc, le projet s'appelait Life Drop, une goutte d'eau, une goutte de vie. Et les petites bestioles évoluaient du fait de leur interaction. Elles se reproduisaient, si tout se passait bien, et créaient de nouvelles espèces au bout d'un certain temps. Donc, j'avais fait ça pour étudier un petit peu la dynamique évolutive qui émergeait de ce type de système. Et parce que, en fait, c'est vrai que
il n'y a rien de codé à un niveau global. C'est simplement chaque petite bestiole qui a ses comportements et du fait de leur interaction, du phénomène de reproduction qui se produit, eh bien, on voit l'émergence de ce qu'on a appelé une théorie de l'évolution. Donc, ce qui était intéressant, c'est d'observer là, est-ce que les théories de l'évolution, est-ce que les types d'évolution qu'on voit émerger ressemblent à ce qu'on a dans le monde réel, hein? La réponse est oui. Là, c'est une version un petit peu plus évoluée de Live Drop qu'on a fait quelques années plus tard, où on est passé à la 3 dimensions. Et on voit bien que la créativité de ce type de système en termes de forme est assez intéressante. Alors évidemment, on est dans un monde qui est celui des petites bestioles, dans une goutte d'eau, donc c'est relativement borné, hein. On ne va pas voir apparaître un Mario ou autre chose, quoi, c'est sûr. Mais on a une créativité au niveau des, des petites bestioles qui est intéressante. Alors, c'est la même approche que j'utilise pour faire de la musique. En tout cas, dans Angelia, c'est une architecture hybride avec un certain nombre d'algorithmes, mais un des algorithmes centraux, c'est un algorithme génétique qui va partir de l'idée que finalement, une mélodie ou une progression d'accords, c'est un code génétique. Et son expression dans le monde, c'est en fait la musique qu'on va entendre, hein, quand on va le développer. Et donc, on le représente les notes de cette manière, hein. C4, c'est le quatrième do je ne passe sur les détails techniques, mais voilà, c'est le code génétique de ma mélodie. Et on va en créer une population. On va sélectionner certains des individus de cette population. On va utiliser le principe de recombinaison qu'on a dans l'évolution naturelle et de mutation pour augmenter la diversité, pour générer des choses nouvelles, hein, dans ce petit monde des mélodies, et on va obtenir une nouvelle génération. Et on peut montrer qu'en itérant comme ça, eh bien, on obtient une génération de plus en plus intéressante de mélodies. Alors, certaines qui ne sont pas terribles, d'autres qui sont très bonnes. La vraie difficulté dans ce type de système, ce n'est pas tant cette mécanique-là qu'on connaît bien aujourd'hui, qui a été démontrée, c'est de trouver les bonnes fonctions qui vont évaluer, évidemment, la qualité des individus, sachant que ça, c'est excessivement subjectif, la qualité d'une mélodie, hein. On pourrait tous avoir notre avis et parfois divergent sur le fait qu'une mélodie est plus ou moins intéressante. Ceci dit, il y a l'importance du morceau, l'importance du contexte. Donc ça va apporter des informations pour la sélection des individus, pour permettre une reproduction. Alors, avec les algorithmes génétiques classiques, on part d'une population aléatoire, généralement. Là, dans Angelia, j'ai pris le parti de partir d'une population, de corpus de compositeurs déjà existants. Alors, c'est pas je sélectionne tout le corpus d'un compositeur. Là, avec les algogénétiques, j'ai préféré partir sur une analyse de certains corpus et rentrer dans le détail pour en particulier sélectionner des parties. Donc, c'est un gros travail sur les données, ça, et qui facilite en fait les recombinaisons, hein, pour que le système converge un petit peu plus vite. Et j'ai intégré, donc ça aussi c'est un gros travail sur les données, des corpus provenant de Chopin, de Liszt, etc., hein, et puis aussi de jazzmen, hein, Chick Corea, etc. Un petit jeune que je vous conseille d'écouter, un Tigran Amassian, c'est fantastique. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais sautez sur et écoutez ce jeune homme. Pour moi, c'est un Debussy moderne. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Et là, je vais vous faire écouter, j'espère que la qualité sera suffisante, le tout premier morceau d'Angelia, qui remonte déjà à 2018, hein, qui est un morceau de piano, hein.
on sent bien qu'il y a une différence. Alors, je ne veux pas parler de qualité artistique là, mais il y a une différence entre les morceaux générés avec un réseau de neurones, en tout cas pour l'instant, et ce type d'approche, puisque là, on retrouve une structure, on retrouve des thèmes, on retrouve des corrélations qui sont évidemment, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui me semblent un petit peu plus intéressantes à étudier. Voilà pour cet aspect. Je tenais vraiment à vous montrer que l'IA, ce n'est pas juste des réseaux de neurones, il y a bien d'autres approches derrière. Hein. Et on va passer à la question. Alors, je ne vais pas répondre à la question une machine peut-elle être créative? Je pense que, en tout cas, de mon point de vue, ça démontre que, en tout cas, on a des approches et des algorithmes qui peuvent créer du nouveau à partir de ce qu'il existe. Et passer à la question des émotions. Donc, les émotions, c'est un sujet en science très ancien, hein, puisque c'est un des points particuliers qui, d'après, quand on pose la question, qui nous différencie des machines. Et on sait reconnaître, nous, on a une capacité, notre cerveau a évolué pour être capable de les discerner et de les reconnaître d'une façon assez exceptionnelle. Donc, juste un petit exemple, hein, vous êtes capable, là, de reconnaître les émotions qui sont exprimées juste en regardant. Il n'y a pas besoin d'une représentation sophistiquée. Hein, les smileys, c'est un peu plus simple, c'est un rond jaune avec 2 yeux et une bouche, et rien qu'avec ça, on est capable, nous, d'interpréter les émotions et les reconnaître derrière. Alors, ce n'est pas nouveau, hein. Déjà, au Japon, avec le théâtre No, il y avait des masques qui étaient capables d'exprimer des émotions relativement complexes, et le fait de baisser le masque avec l'ombre, enfin de baisser un peu la tête, changeait le type d'expression. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, sophistiqué. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est capable, avec une machine, est-ce qu'une machine peut ressentir des émotions? Est-ce qu'elle est capable de les exprimer? Où est-ce qu'on en est? Alors, ce qui est certain, et là je l'affirme, une machine ne ressent pas d'émotions. On est à peu près tous d'accord. En tout cas, pas d'émotions telles que nous, on les ressent. Et une des raisons essentielles pour ça, c'est qu'une machine, en tout cas, n'a pas de connexion avec le monde réel. Hein? Un réseau de neurones est capable de travailler sur l'image et reconnaître un arbre, mais elle n'a aucune conscience, elle n'a aucune conscience, point d'ailleurs, hein, mais on pourrait aller un petit peu plus loin, elle n'a aucune conscience de ce qu'est un arbre. Nous, dès qu'on évoque cette image, eh bien, il y a tout notre vécu. Bon, il y a des millions d'années d'évolution déjà, ce qui a aidé. Et puis, il y a notre développement personnel avec l'expérience qu'on a eue de se promener en forêt, de toucher un arbre, de sentir l'humus dans les forêts. Et tout ça est évoqué quasi immédiatement en tant qu'être vivant, en tant qu'humain. Alors qu'une machine, elle n'a que des tableaux de chiffres. Certes, elle est capable de travailler sur ces données, mais il n'y a aucune… C'est en ce sens que je dis, il n'y a pas de relation au monde, outre les données d'entraînement qui ont servi au départ. Une autre manière de le montrer, c'est avec le triangle sémiotique classique, hein, c'est-à-dire qu'on a le symbole qui symbolise finalement ce qu'on a en tête de la représentation, oh là là, du mal, la représentation qu'on se fait de ce quoi le symbole fait référence, et puis on a la vraie chose dans le monde. Hein. Et en fait, une machine, elle n'a pas accès à ça. Donc, en fait, tout le triangle en bas à droite n'existe pas pour elle. La seule chose qu'elle a, c'est une représentation symbolique et des modèles, un ou des modèles de ces données dans son monde de chiffres, hein, dans son monde. Mais il n'y a aucune relation, en fait,
Elle est incapable de faire la relation avec le monde réel. En tout cas pour l'instant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avec les émotions. En 2015, on a produit avec quelques amis on va dire une performance artistique, enfin un objet, en se basant sur le tableau de la Joconde. Et donc, on a travaillé évidemment sur les données fournies par le musée du Louvre, en particulier une reproduction très haute définition numérique du tableau. Et voici ce que ça a donné. Je suis auteur du projet de la ligne Joconde, qui est une adaptation du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Et la caractéristique de cette Joconde, c'est qu'on cherche à la rendre vivante, à prolonger le travail de Léonard de Vinci, qui lui-même avait réussi à rendre vivante cette jeune Florentine à son époque, et qui aujourd'hui peut être, pour un pas de plus, dans cette direction, aussi rendue vivante à travers les moyens du numérique, en la dotant notamment d'un système d'intelligence artificielle et de vie artificielle assez complexe. Donc l'intelligence artificielle dans le projet Living Joconde, c'est un métabolisme émotionnel réalisé avec un réseau de neurones un peu spécifique qui était conçu en l'occurrence pour le projet et qui est capable donc de réagir aux interactions et donc qui va influer sur le comportement de la Joconde. Ça va aller trop vite en fait. Viens sur le côté là. OK. Donc, l'idée dans cette installation, donc on approchait de loin, on pouvait voir un tableau aux dimensions quasi exactes de la Joconde, et avec l'impression que c'était probablement pas la Joconde, parce qu'elle ne sort pas du Louvre comme ça, mais une reproduction, etc. Et quand on s'approche d'elle, en fait, elle commence à vous suivre du regard, à adopter un comportement légèrement différent que celui du tableau. Alors, ce qui était très important pour nous, c'était de rester dans le tableau. Hein. Ce n'est pas faire une Joconde extravertie qui fasse à peu près n'importe quoi, y compris des grimaces. Donc, on voulait vraiment rester dans le tableau de Léonard de Vinci. Et je pense qu'on a pas mal réussi parce que, en fait, au bout d'un moment, quand on est face à ce tableau-là, on a oublié finalement qu'était la version d'origine. Il faut l'avoir à côté pour se rappeler, en gros, voilà, comment elle est sur le tableau d'origine. Hein, il faudrait vraiment avoir l'image côte à côte pour y arriver. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on a le spectateur, on a évidemment la représentation graphique, on a des capteurs qui vont capter ce qui se passe devant le tableau, et puis une IA qui va réagir. Donc, hein, c'est un petit peu ça. C'est une représentation, donc derrière la modélisation, enfin, derrière l'image numérique 2D, en fait, il y a toute une modélisation 3D qui reprend et qui va modifier l'image. C'est en fait ce qui a pris le plus de temps, avec les capteurs et puis ce fameux réseau de neurones qui évolue. Donc, l'idée, qu'est-ce qu'on va capter, hormis les déplacements des gens, c'est on va essayer de capter leurs émotions. On va analyser les visages et on va regarder comment ils réagissent finalement dans l'interaction qui est en train de se produire avec le tableau. Donc, le modèle qu'on utilise, enfin que j'ai utilisé pour ça, c'est un modèle de Lofheim, donc, où en fait, les stimuli qu'on va arriver à obtenir de la scène vont être transformés en neurotransmetteurs virtuels, qui sont les trois principaux neurotransmetteurs liés aux émotions. Donc, ça, c'est une métaphore. Hein, il est clair que nos éloignés de la réalité, mais c'est en tout cas l'idée. Et l'évolution du niveau de ces trois, donc la noradrénaline, la dopamine, la sérotonine, vont créer à un moment donné un état émotionnel de la Joconde, de Mona Lisa, qui va évoluer au fur et à mesure de ce qui se passe. On mappe aux extrémités du cube les principales émotions, et donc l'état émotionnel de la Joconde va être un mélange subtil par exemple, entre l'intérêt et puis la surprise, ou l'intérêt et la joie, etc.
sachant qu'en l'absence d'interaction, eh bien, on a le métabolisme revient à un point de défaut qui n'est pas un état neutre. Donc, il revient à ce qu'on imagine être la personnalité de Mona Lisa, hein, donc, qui est plutôt, qui n'est pas extravertie, hein, ce n'est pas une jeune personne extravertie. Donc là, on a fait beaucoup de recherches pour savoir qui était cette jeune femme, pour arriver à revenir à un état qui nous semble… Et on voit bien que là, dans ce genre de choses, il y a plusieurs niveaux d'évolution. Il y a un niveau court terme qui est celui de l'événement instantané. Il y a le niveau, on pourrait dire des humeurs, qui est celui qui se passe sur quelques dizaines de minutes, 20 minutes. Et puis, il y a la personnalité qui, lui, peut évoluer, mais sur des constantes de temps beaucoup plus longues. Donc, voilà des screenshots de versions de la Joconde de l'époque. Donc, même si on ne ressent pas, le message, c'est même si on ne ressent pas, une machine ne peut pas ressentir des émotions, on peut quand même les capter, essayer de les analyser, simuler un métabolisme émotionnel, mais c'est bien un simulacre, hein, la machine ne ressent rien, on est bien d'accord, et représenter les émotions. Je dirais que représenter les émotions, c'est presque le plus facile. Hein, on fait ça depuis des siècles. Hein, les hommes ont commencé à les représenter dans les fresques paléolithiques. Hein, donc, on sait et nous, on les reconnaît facilement. Donc, même si c'est beaucoup de travail aujourd'hui avec ce type d'approche. Pour terminer, un petit mot sur Angelia, sur la musique, effectivement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un projet où, en fait, l'idée, c'est de reprendre un petit peu ce qui a été fait en termes d'idées avec la Joconde, mais de le transposer au niveau musical. Hein, et d'avoir finalement ce que j'appelle aujourd'hui un hyper-instrument, c'est un instrument de musique qui est doté d'un certain nombre de facultés, donc de l'IA, bien sûr, un certain nombre d'algorithmes d'IA, et aussi un métabolisme émotionnel qui va être capable de réagir à ce qui est en train de se passer. Et pas simplement une génération comme ça de notes statistiques. Donc j'utilise pour ça, au niveau musical, un synthétiseur modulaire, qui est une machine spécialement conçue pour cet objectif, hein, avec, donc on l'assemble avec des modules, etc. Donc qui est assez puissant, puisqu'il y a à peu près 32 voix simultanées et qui peuvent être générées. Donc c'est l'équivalent d'un orchestre avec 32 musiciens, hein, d'une certaine manière. Et puis, donc Angelia est connectée, donc elle tourne sur l'iPad, que vous voyez, d'ailleurs c'est le même qui est là pour faire la présentation, avec Angelia, le logiciel, et l'artiste, entre guillemets, l'idée c'est qu'il reste central, donc, et qui va pouvoir interagir à la fois avec l'IA et à la fois avec l'instrument. Hein, donc cette double interaction. Donc en quelque sorte, c'est un duo, hein, en termes d'interprétation. Alors, à quoi ressemble Angelia? Ben, en fait, ce n'est pas comme dans Midjourney, juste un prompt avec… c'est beaucoup plus informatique que ça. Une des premières étapes d'Angelia, c'était de créer un mode de représentation algorithmique de la musique, hein, pour que l'IA, justement, derrière, soit plus simple. Donc, vous connaissez tous la représentation classique de la musique avec des partitions, etc. Donc, ça, c'est très bien pour nous. Mais pour une machine, ce n'est pas extrêmement simple d'utiliser ça. Donc là, j'ai créé un langage algorithmique qui permet de représenter la musique et qui va pouvoir être interprété directement par l'IA, par les algorithmes, d'une façon beaucoup plus directe. Donc c'est ce qu'on voit là, hein, dans l'interface. Bon, après, il y a des fonctions un petit peu… à quoi ressemble le code? Ben, ça ressemble à des choses comme ça, hein, donc ce n'est pas fantastiquement passionnant. Et puis, il n'y a pas juste un algorithme. On peut choisir en fonction de ce qu'on veut faire.
est carrément au niveau d'une mesure ou même en fait, du moment où on veut, un autre type d'algorithme. Donc, c'est vraiment une plateforme expérimentale de ce point de vue-là. Donc, je vous ai parlé d'algorithmes génétiques, mais il y a aussi des chaînes de Markov, il y a du stochastique, il y a du réseau de neurones, bien évidemment, il y a du fractal, il y a des automates cellulaires. Donc, on peut vraiment panacher et utiliser une approche en fonction de l'humeur, finalement, de l'intention artistique que l'on souhaite dans le morceau. Donc ça, c'est important. C'est redonner la place, finalement, au compositeur qui va pouvoir choisir à un moment donné. Il va être aidé par ces algorithmes qui vont produire des choses potentiellement, mais en fait, ça reste le compositeur qui choisit idéalement. Donc, un petit extrait que vous avez commencé à… Voilà. Donc, merci. C'est du néoclassique, hein, c'est de la musique ambiante inspirée de néoclassique. Je me permets aussi des incursions dans des choses un petit peu plus électroniques. Enfin, c'est électronique hein, en soi, mais plus classique au niveau musique électronique, de la deep techno et avec des incursions dans le métal aussi, donc des choses un peu plus wow. Ok, je vous remercie.
Alors, merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette présentation riche et intéressante, notamment par rapport à la… Enfin, moi, je n'avais pas capté la diversité, en fait, de l'ensemble des algorithmes qui étaient possibles. C'est vrai qu'on parle souvent soit de deep learning, soit de machine learning avec que ces deux et souvent le réseau de neurones. Là, c'était très intéressant de pouvoir voir toute la variété et surtout la possibilité, finalement, d'utiliser la variabilité des algos pour la variabilité musicale. Ça, c'était très intéressant. Et par contre, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois, quand je vois ça, ça me fascine à la fois, mais ça me terrorise aussi. Je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est magique, finalement, tous ces outils. Et en même temps, je me dis, mon Dieu, toutes les personnes qui vont se retrouver au chômage. Et typiquement, là ce que… alors, oui et non, hein, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau support, c'est toujours la crainte qui arrive. Hein, on se rappelle Goody, etc. Et ce qui était très intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est que justement, pour s'approprier ces outils, non seulement il faut l'homme pour constituer un corpus qui soit intéressant et qui permette du coup à la machine d'aller plus vite dans son apprentissage, mais il faut aussi cette appropriation et finalement cette interaction, voire une complicité entre l'acteur ou le créateur et sa machine. Et ça, c'est aussi particulièrement prégnant. Et je pense que c'est souvent ce qu'on oublie. On pense que c'est la machine qui fait tout, alors que non, essentiel dans cette affaire-là. Et j'ai pas très bien suivi, je pose une question avant de céder la parole. J'ai pas très bien compris sur la fin. En fait, tu as utilisé la vidéo, les images, les reliefs, etc. pour générer le son, ou c'était juste… Non, c'est juste une illustration vidéo. Hein, j'ai déjà assez de travail avec la musique. J'aimerais bien, hein, c'est possible. Simplement, c'est un boulot en plus. Je pense qu'il y a des gens beaucoup mieux armés là-dessus que moi pour le faire. Donc, il y a des outils pour le faire, il y a des approches. Hein, mais là, c'est juste un montage vidéo que j'ai fait où j'ai essayé humblement, avec mes faibles capacités de montage, d'arriver à quelque chose qui soit intéressant avec la musique. Le montage était très bien fait et tu dis que ça existe. Oui. On peut se servir en fait de la musique pour générer, modifier ça, c'est les technologies ou les approches qui existent hein, déjà. Oui. Et ça n'a pas attendu les réseaux de neurones profonds pour exister. Hein. Ça existe depuis un certain temps. Il y a beaucoup de performances d'artistes avec des vidéos qui évoluent en fonction de ce qu'ils font. Donc là, rien. C'est pas que ce soit la vidéo qui évolue, mais se servir d'une vidéo, par exemple de relief. C'est ce que je fais en concert en fait. Je garde les vidéos mais sans la musique et moi je joue sur les vidéos avec Angelia. Donc qui est en fait un rebouclage un peu différent. Merci beaucoup. Et moi, ce que j'ai trouvé… Oui, non, effectivement, ce que j'ai trouvé aussi intéressant aussi, c'est la fin. Ah, ça marche pas. De nouveau. Alors, oui. Non. Effectivement, c'est toute la réflexion ici autour de la captation de l'émotion, que la machine n'est pas, enfin, elle-même n'éprouve pas l'émotion, que c'est bien l'humain qui peut lui transmettre cette émotion, que la machine peut la capter. Après, effectivement, la question que je me pose toujours, à quel point, parce que cette notion d'intelligence artificielle continue à me questionner. C'est-à-dire est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on est toujours dans le processus de plus en plus bien ficelé, bien programmé, de processus automatique entre l'interaction entre la machine et l'homme? Est-ce à quel point est-ce que la notion même, voilà, vraiment, ça me questionne, à quel point cette notion d'intelligence artificielle, au fond, elle est justifiée, elle est pertinente? Parce que, au fond, comme tu le disais à juste titre, effectivement, la machine ne vise pas à remplacer l'homme, hein, donc c'est vraiment cette complicité dont tu parlais tout à l'heure.
Et donc, en fait, est-ce que cette notion d'intelligence artificielle en lien avec l'émotion, notamment, est-ce qu'elle n'est pas usurpée, au fond? C'est une question. Il y a une chose importante, je pense, à avoir là, c'est que c'est effectivement capable de beaucoup de choses. Alors, la notion d'IA, d'intelligence artificielle, a été définie en particulier par Marvin Minsky et ses collègues en 1956 d'une façon assez précise, mais ça a évolué. Ce qui est aujourd'hui l'IA, c'est essentiellement, en tout cas pour le grand public, des réseaux de neurones, point. Alors que je vous ai montré qu'il y avait bien d'autres approches qui existaient auparavant. Et il y en aura certainement d'autres qui vont apparaître par la suite. Donc ça évolue. Il y a même des choses au début de l'IA qui ne sont plus de l'IA aujourd'hui. C'est rentré dans les boîtes à outils des informaticiens, même si ça a été à l'époque imaginé dans le contexte de l'intelligence artificielle. Donc je dirais que cette notion d'IA, c'est presque de la communication. Hein. C'est de l'IA ou pas de l'IA. Pour moi, en fait, ça a relativement peu d'importance. C'est vrai que les algorithmes que j'utilise sont issus de l'intelligence artificielle ou de la vie artificielle, qui est un domaine qui est un peu passé de mode, mais qui était important dans les années 90. Donc voilà, c'est un point. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des outils, et même s'ils sont capables de faire des choses qui nous rappellent ce que nous-mêmes on fait, ils sont bio-inspirés, donc ils n'ont pas cette relation au monde, ce que j'ai essayé de vous montrer. Donc, il n'y a pas cette relation au monde. Et ça, encore aujourd'hui, seul un humain est capable de le faire d'une manière correcte, parce que nous sommes constamment connectés à notre réalité par nos sens, par tout ce qui... On est né dans la... On a été conçu pour ça, on a évolué de cette manière-là. Donc, c'est facile pour nous. C'est très naturel pour nous. C'est absolument pas naturel pour une machine. Elles ne sont pas capables de le faire. Alors, par exemple, dans la Joconde, on essaye de pallier ça en mettant des capteurs, mais en fait, c'est qu'une version hyper simplifiée, caricaturale de la réalité. Ça permet quand même de faire des choses intéressantes. Au niveau artistique, il n'y a pas d'intention artistique. Donc, on pourrait simuler des trucs, encore une fois. Mais l'intention artistique, elle est cruciale quand on veut créer une œuvre. Qu'est-ce que je souhaite réaliser, qu'est-ce que je souhaite signifier, et ça va guider la création. Encore une fois, l'IA, elle va permettre ça va être un outil qui va permettre d'obtenir des résultats pour mettre en forme cette intention artistique. Mais l'IA n'a pas cette intention artistique. D'où je pense que le rôle de l'artiste ou de l'humain là reste central. C'est des outils faits pour nous. Et tous ceux qui créent des projets où ils oublient l'humain se trompent, quoi. On doit rester central dans ce type d'approche. Pour ça, par exemple, dans Angelia, c'est conçu pour faire des duos. À aucun moment, je me suis intéressé à... Parce qu'il y a plein d'autres qui le font, donc déjà, d'une part, c'est inutile de faire des choses quand il y a beaucoup de choses qui se passent par ailleurs, mais de garder cet aspect interaction avec l'humain. Alors, ce que fait Angelia aussi, juste pour compléter, et puis ensuite, c'est en fait, comme dans la Joconde, on capte le son. Alors, le son, dans un premier temps, ça pourrait être étendu à l'image et à en fait, tout l'environnement, et c'est transformé en stimuli par à peu près le même processus, hein, et ça fait évoluer un métabolisme émotionnel. Et je me sers des évolutions de ce métabolisme émotionnel. Il y a Angelia à ses humeurs, d'une certaine manière, en fonction de ce qui est en train d'être passé, et ça rétroagit sur l'interprétation, dans une certaine mesure, hein. Comme ce qui se passe dans une salle de concert, le pianiste va forcément être en interaction avec sa salle et va jamais jouer d'une certaine manière, même si ça peut jouer sur des choses très subtiles, va jouer sur l'interprétation du morceau. Donc ça me semble important, ce rebouclage. Évidemment, dans l'idéal, alors il y a des choses qui sont faites à l'IRCAM, hein, dans ce sens-là, d'être capable d'imaginer des orchestres ou des groupes où ça va réagir avec les autres musiciens. J'en suis pas encore à ce stade.
Merci Jean-Claude. Tu as abordé la question de l'image, de la musique générée par IA ou co-générée, co-construite par être humain et IA. Tu n'as pas abordé la question du texte. Or, on a tous ChatGPT en tête actuellement, hein, qu'on soit étudiant, enseignant, chercheur. Il y a un interdit en littérature, dans les logiques de la littérature, c'est la délégation d'exécution. Hein, l'écrivain, c'est un génie solitaire, il écrit tout seul. Or, les arts visuels, la musique se sont affranchis depuis longtemps de cet interdit-là. Hein, voilà, on co-construit avec des machines. Est-ce qu'un bénéfice de ChatGPT, ce serait justement de nous inciter, de nous amener à accepter, par exemple, que des étudiants puissent coécrire avec une IA, coécrire avec une machine? En tant qu'enseignant, on a encore du mal à l'accepter, ça. Donc voilà, c'est peut-être un bénéfice. Pardon? Ok, non, je suis entièrement d'accord. Un certain nombre ont reçu une claque avec ChatGPT. Donc GPT, hein, c'est génératif pre-trained transformer. C'est toujours la même technologie qui est un peu le cœur des recherches de Google actuellement et qu'il utilise qu'il essaye de l'utiliser comme ça fonctionne bien dans pas mal d'applications. Et puis d'autres aussi, hein, puisque évidemment les résultats ont été publiés. Donc oui, je dirais qu'on va être obligé d'accepter d'une certaine manière. Même si il y a mon collègue et Yann Lequin qui a fait une vidéo il y a quelques jours, hein, en disant que ChatGPT, finalement, il n'y a rien de révolutionnaire. Bon, je suis assez d'accord avec lui du point de vue technique. C'est-à-dire, il y a des choses qui existaient déjà auparavant. Simplement, l'ampleur et la diffusion et l'accueil social de ce phénomène change la donne aujourd'hui sur ce type de... Et on va être obligé de... Ben voilà, il y a un avant et un après. Et il va falloir accepter que... on va être obligé d'accepter que les étudiants utilisent maintenant ce type de technologie pour produire du texte, voire un petit peu plus tard de la littérature. Mais c'est un petit peu comme j'ai essayé de le montrer dans les images et la musique. Hein, faut pas croire que ça va standardiser. Toutes les images de Midjourney que je vous ai présentées, elles sont excessivement différentes, même si on retrouve un peu le style de Midjourney derrière. Mais à chaque fois, c'est un artiste, on va dire un artiste, c'est un artiste différent. Et donc, on obtient des résultats complètement différents. Et c'est la même chose avec ChatGPT. Hein, non seulement ça va progresser, mais en fonction de qui l'utilise et de l'objectif qu'il est bien, on va obtenir des résultats différents. Je me rappelle chez mes étudiants, pour essayer de trouver s'ils avaient vraiment rédigé leur truc eux-mêmes, il suffisait de faire des statistiques sur les paragraphes où il y a des fautes d'orthographe et les paragraphes où il y avait beaucoup moins de fautes, voire pas de fautes du tout. Alors, on savait à ce moment-là qu'il suffisait de rechercher sur Wikipédia pour vérifier qu'ils utilisaient en fait déjà des outils. Quand j'utilise Antidote pour corriger mes textes, je ne me pose pas la question si... j'utilise déjà des outils pour m'aider. Hein, donc, ChatGPT, je ne veux pas minimiser, mais en tout cas technologiquement, c'est dans la suite logique de cette évolution. Tous ces outils sont dans la suite de l'évolution de l'avancée des technologies et de ses relations avec les activités artistiques ou autres. Donc, alors, il y a toujours la crainte, effectivement, quand des révolutions arrivent, il y a ceux qui se la prennent en pleine figure, et donc ils sont forcés à évoluer, evolve or die. Hein, c'est ça. Moi, je pense qu'on est à cette période-là. On va devoir évoluer sur un certain nombre de sujets. Ceux qui vont refuser, déjà, ces technologies, je trouve ça ridicule. Hein. On voit des bannières No AI avec un truc chez certains artistes. Je pense qu'ils se trompent. Ils sont en train de creuser leur propre tombe d'une certaine manière. Ce sont des nouveaux outils et ils n'effaceront pas les anciens.
C'est-à-dire que tout ça sont des nouveaux outils mis à notre disposition et il va falloir continuer d'évoluer avec et prendre ça avec optimisme, quoi, et en tirer parti. Je pense que aujourd'hui, il y a de nouveaux artistes qui sont nés en quelques mois hein, et dont la spécialité est de créer des œuvres avec ces outils-là et de les commercialiser. Alors, il reste encore, il y a énormément de débats sur aussi la paternité des œuvres, hein, parce que ça pose de façon extrêmement importante. Droits d'auteur dans ce qui est généré. Quels sont les droits d'auteur finalement dans ce qui est généré? Alors, c'est une question qui est complètement débattue à l'heure actuelle, avec des positions qui ne sont pas complètement arrêtées. Il y a des choses qui se passent là, et c'est important qu'il y a des procès qui ont été intentés par un certain nombre d'entreprises, à Stable Diffusion, Midjourney et autres, pour piratage, en fait, l'utilisation abusive des images, etc. Il y a beaucoup de débats aux États-Unis sur le fair use, hein, sur le fait que c'est l'aspect transforme. Enfin, je ne sais pas si vous êtes spécialiste si vous n'entendez pas de ces problèmes juridiques, mais le fair use, c'est la possibilité d'utiliser dans un but éducatif, avec une transformation importante une œuvre existante, même si elle est copyrightée, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et la situation est un peu encore pas arrêtée. En Europe, il y a un certain nombre de textes qui disent qu'on peut utiliser les datas pour faire de l'apprentissage. Enfin, je caricature, hein. On peut faire du data mining, peut extraire de la connaissance. Donc, en Europe, je dirais qu'on est un peu dans cette situation aujourd'hui où ce n'est pas qualifié de piratage encore, alors qu'aux États-Unis, ça peut l'être par un certain nombre de… Donc, la situation, là, évolue très vite, hein, et je pense que les premiers procès qui vont avoir lieu vont avoir un peu jurisprudence. Par exemple, il y a la commission des droits d'auteur, je ne sais plus comment ça s'appelle aux États-Unis, qui a d'ores et déjà décidé qu'on ne pourrait pas déposer de droits pour des œuvres générées avec Midjourney. Mais déjà, il y a des choses qui se passent, il y a des artistes qui attaquent ça devant les tribunaux pour dire non, si, en haranguant un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que non, c'est une œuvre comme une autre, même elle a été utilisée par un outil et personne d'autre pourra la faire. Donc tout ça, c'est vraiment, on est dans le moment où, et je pense que c'est le bon moment pour le faire, de se poser des questions sur les droits d'auteur, etc., quoi, et de légiférer un peu sur cet aspect. Il y a beaucoup de questions sur le chat. On va les garder du coup pour la table ronde afin de pouvoir passer à la conférence suivante de Bruno Bachimon.